10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage, de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment,
quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte. Mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait t'avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Ils tirent le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Bienvenue dans notre émission Survivre quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, notre présentateur, Alberto, va réaliser un truc de dingue. L'an dernier, il a vécu dans une grotte avec un grizzly pendant 2 mois et a réussi à survivre. Vous vous souvenez comment Alberto s'était enduit de viande hachée avant de sauter dans une piscine remplie de piranhas? Et j'espère que vous n'avez pas oublié comment Alberto avait fait griller un barbecue au-dessus d'un volcan actif. Eh bien, tout ça, c'était de la gnognotte. Aujourd'hui, Alberto va réaliser le tour le plus dangereux et le plus insensé de sa vie. Rien que pour vous, chers téléspectateurs, il va se faire avaler par une immense baleine bleue. Alberto se rend dans l'Atlantique Nord. C'est une vaste zone où l'on peut croiser des baleines bleues et des cachalots. Il embarque sur son rafio et navigue loin des côtes. Il entend bien débusquer les baleines à l'aide de ses jumelles et de son système d'écholocation. Quelques jours ont passé. Alberto est installé à bord et scrute l'horizon. Son sonar détecte un mouvement. Il regarde en direction du signal et voit un panache d'eau qui s'élève dans le ciel. C'est une baleine bleue, le plus grand mammifère de la planète. Et oui, c'est un mammifère, pas un poisson. Alors, Alberto s'enduit d'huile pour se glisser facilement dans le gosier de la baleine. Il prend un masque à oxygène et plonge dans l'eau. La baleine bleue ouvre sa bouche et absorbe une impressionnante quantité d'eau. Sa bouche est remplie de fanons. Ce sont des sortes de poils qui remplacent les dents. Ils sont constitués de kératine, de même que nos cheveux et nos ongles. La baleine aspire l'eau et la rejette ensuite vers l'extérieur. Les poils empêchent les petits poissons et le plancton de quitter la bouche avec le liquide, ainsi les fanons de la baleine agissent comme un filtre. Alberto nage plus près. La baleine prend une nouvelle goulée.
Elle engrange plusieurs dizaines de litres d'eau et aspire Alberto. Notre héros est au cœur de la tourmente. L'eau s'abat dans différentes directions et une langue gigantesque, de la taille d'un éléphant, projette Alberto de toutes parts. Alberto essaye d'atteindre la gorge, mais l'eau ne cesse de le balloter. Il glisse le long de la langue jusqu'à la sortie de la bouche. Mais la baleine rabat ses mâchoires et il s'écrase contre les fanons. C'est un peu douloureux. Quelques poils tombent même. La langue veut le repousser à l'extérieur, mais Alberto parvient à se glisser dans son gosier. Mais là, il rencontre un obstacle. Il ne peut pas aller plus loin à cause de la structure même de la baleine. La gorge de cet animal colossal est minuscule, de la taille d'un poing humain, mais elle peut toutefois s'étirer. Alberto l'avait prévu. C'est pourquoi il s'est enduit d'huile. Il s'étend de toute sa longueur et se jette dans la gorge. Notre héros se retrouve maintenant à l'intérieur d'un oesophage étroit. Il glisse à travers comme sur le toboggan d'un parc aquatique. Puis sa vitesse diminue. L'espace devient plus réduit. À présent, Alberto avance en rampant avec difficulté. C'est très glissant ici et Alberto peut à peine bouger. L'œsophage se contracte et le pousse encore plus loin. Il est maintenant à l'intérieur de l'estomac. C'est sombre, exigu et ça sent mauvais. Alberto aimerait craquer une allumette, mais ses poches sont entièrement trempées. Et c'est une très mauvaise idée de faire du feu ici. Premièrement, il n'y a presque pas d'oxygène, ce qui signifie aucune chance d'alimenter une flamme. Deuxièmement, diverses réactions chimiques se produisent à l'intérieur de l'estomac, libérant des gaz explosifs. Alberto ne veut certainement pas de ça. Il sort une lampe de poche et examine l'endroit. Les parois de l'estomac sont étroites et palpitent constamment. Alberto ne peut pas se lever de toute sa hauteur. Il s'enfonce dans une sorte de liquide jusqu'aux genoux. Il voit des squelettes de poissons, des épaves, des caddies de supermarché, des DVD, une lampe et une édition originale de Moby Dick qui trempe autour de lui. Non, c'est une blague, car il est peu probable que tu trouves quelque chose d'intéressant dans l'estomac d'une baleine. Peut-être une bouteille en plastique ou un petit calamar. Au fait, le cachalot, contrairement à la baleine bleue, a une gorge large et longue. Cela lui permet d'avaler des grosses proies tout entières. Techniquement, il pourrait avaler un humain d'une seule bouchée. Quoi qu'il en soit, tu pourrais trouver pas mal de choses intéressantes dans l'estomac d'un cachalot. Il est arrivé que cette créature avale un calamar géant tout entier, et la longueur de ces calamars peut atteindre 14 mètres. C'est la taille d'un petit bus. Mais le cachalot n'est parvenu à avaler de telles proies que grâce à la structure flexible des calamars. Bon, revenons à Alberto. Il règne une terrible odeur dans l'estomac de la baleine. Le plancton et les petits poissons sont digérés dans le suc gastrique. Et, attends, pourquoi ça fait si mal ? Alberto sent le suc gastrique ronger ses habits. Il tente de se lever, mais il n'en a pas la place. Il frappe les parois de l'estomac avec ses petits poings, mais rien ne se passe. L'estomac se rétracte et enserre Alberto de plus en plus. Les sucs attaquent sa peau. Alberto crie et bat des jambes dans tous les sens. Il veut provoquer un réflexe vomitif. Mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Alberto est désespéré et il ne sait plus quoi faire. Il semble que ce soit sa dernière aventure. Il ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Attends un instant, une profonde inspiration ? C'est ça ! Alberto ouvre la valve de sa bouteille d'oxygène et remplit l'estomac d'air frais. Maintenant, la baleine commence à gonfler et à se remplir de gaz. L'estomac palpite, les sucs gastriques écument et il semble qu'un ouragan se prépare. Les parois se contractent tellement qu'elles finissent par expulser Alberto par l'œsophage. Avec les restes de poissons et de sucs gastriques, il avance tant bien que mal. L'œsophage devient de plus en plus étroit. Alberto a du mal à respirer, mais il voit la lumière au bout du tunnel. La baleine le recrache. Alberto est vivant. Il est heureux d'avoir réussi à sortir indemne d'une telle aventure. Il retourne sur son bateau et navigue jusqu'au rivage. Mais attends un peu, qu'est-ce qui nage près de lui en ce moment ? C'est un cachalot. En voilà un coup de chance. Alberto plonge à nouveau dans l'océan. Il se dirige droit vers la gueule de l'énorme animal. Le cachalot aspire l'eau. Plusieurs poissons et une pieuvre arrivent en même temps qu'Alberto. Le cachalot le pousse avec sa langue dans différentes directions et avale toutes les proies d'un coup. La gorge est assez large et Alberto parvient facilement à y entrer. Mais il y a un autre problème. Alberto se retrouve déjà dans un œsophage étroit où il peut à peine respirer. Et il n'a plus de bouteille d'oxygène. Alberto a l'impression d'être étroitement enveloppé dans du ruban adhésif. Il ne peut rien faire et il n'y a pas d'air ici. Il s'enfonce profondément dans l'œsophage et sent qu'il n'est pas seul. En plus de la pieuvre, il ressent les mouvements d'immenses tentacules. Waouh, c'est un calamar géant. Et il semble qu'il soit encore vivant. Alberto remue tout son corps mais ça ne change rien. Il perd conscience. Les parois de l'estomac appuient sur son visage. C'est à ce moment qu'Alberto résout de mordre dedans. Un véritable séisme commence.
Tout ce qui se trouvait dans l'estomac est expulsé. Enfin, Alberto se retrouve dehors. Un calamar colossal nage le plus loin possible. On dirait qu'il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Notre héros grimpe sur son rafio. Il est l'homme le plus heureux du monde en ce moment. Il démarre le moteur et fait cap sur le rivage. Il faut comprendre que l'histoire d'Alberto est purement hypothétique. Bien sûr, dans la réalité, une baleine ne serait pas capable d'avaler un être humain. Les rapports prétendant qu'une personne aurait fini dans l'estomac d'une baleine sont truffés de mythes et de légendes. Certes, il y a eu des cas où des gens sont entrés dans leur gueule béante, mais elles ne seront pas passées par la gorge. Un jour, c'est arrivé à un plongeur, mais il a miraculeusement survécu grâce à son équipement de plongée sous-marine qui l'a aidé à respirer. Un autre cas s'est produit avec des gens qui faisaient du kayak. Lorsqu'une baleine à bosse attrape du poisson, elle nage jusqu'à la surface avec la gueule grande ouverte. C'est comme une grille qui s'élèverait du fond des eaux. Ces gens sur leur kayak étaient trop proches et sont tombés droit dans la gueule de la baleine. Bref, ne t'en fais pas trop, une baleine ne peut pas t'avaler, c'est impossible. Mais c'est bien possible pour un cachalot. La bonne nouvelle, c'est que c'est un animal rare. La probabilité d'entrer dans son estomac est d'1 sur 1 milliard. Il est plus probable qu'une météorite s'abatte sur toi. La plupart des gens sur Terre ne verront même jamais un cachalot dans la vraie vie. Ces créatures parcourent le monde entier dans les hautes mers, mais passent le plus clair de leur temps à une profondeur d'environ 3000 mètres. C'est 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel, mais sous le niveau de la mer. Qu'est-ce qui se passe? Tout bouge extrêmement vite autour de toi. Tu traverses une espèce de vortex sans pouvoir t'arrêter. Tu vas de plus en plus vite, et puis tu vois une lumière tout au bout. Soudain, l'obscurité. Tu te réveilles au bout de quelques secondes dans un monde de pixels. Tu es dans une forêt entourée d'arbres et de rochers géants. Tu te lèves et tu regardes autour de toi. Il y a du vent, mais tu ne le sens pas sur ta peau. Tu regardes tes mains et tu vois que tu portes des gantelets. Il y a un bouton sur ta main gauche avec ton avatar. Tu cliques dessus et tu vois ta tenue complète ainsi que des statistiques. Il semblerait que tu sois habillé en bandit du désert avec un châle couvrant ton visage. Il y a une option qui montre une sélection de peaux. Tu les parcours et tu découvres tout un tas de tenues toutes plus délirantes les unes que les autres. Tu réalises que ce que tu portes ne convient pas à ton environnement. Alors tu choisis autre chose, un manteau avec une capuche pour couvrir tes cheveux. Après avoir changé de peau, tu te promènes afin de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin. Tu entends du bruit provenant de ce qui semble être un petit village. Tu t'y rends et tu marches dans la foule. Tu peux voir le profil et les statistiques de chacune des personnes. Tu reçois une notification. Tu t'es inscrit à un programme expérimental qui te permettra de rester dans ce monde virtuel pendant 365 jours. À la fin de cette expérience, tu recevras 5 millions d'euros si tu trouves le trésor secret. Selon les organisateurs, il te faudra 1 an pour le trouver. L'horloge commence à tourner. Les 10 premières personnes qui trouveront le trésor gagneront le prix. Tu t'approches de différents kiosques et tu essaies d'agir dans ce monde, mais rien ne fonctionne. Après avoir marché un moment, tu reçois une notification qui t'indique qu'un autre participant se trouve à proximité. Il n'est pas très loin sur la carte, mais tu ne sais pas qui il est ni à quoi il ressemble. Tu t'approches du personnage et tu vois qu'il s'agit d'une femme mage habillée de manière excentrique. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle te dit que chaque conversation est enregistrée, alors tu dois faire attention. Elle te montre certaines fonctionnalités que tu n'avais pas vues. Elle a le pouvoir de te transporter vers d'autres métavers. Elle ouvre un portail et t'emmène dans une autre réalité à travers un vortex similaire à celui que tu as traversé pour venir ici. Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans une ville déserte. Il pleut abondamment. Tu reçois une notification indiquant que tu te trouves dans une région inconnue du métavers. Tu changes de vêtements pour te fondre dans l'environnement que tu commences à découvrir. Sur la place de la ville, tu comprends que cet endroit se trouve du côté obscur du métavers. La fille t'a fait faire fausse route pour te retarder dans ta chasse au trésor. Tu ne la retrouves pas et tu ne peux pas non plus te transporter dans un autre métavers. Une autre notification s'affiche, te montrant que 2 autres participants à l'expérience se trouvent non loin. Tu te mets en route en faisant attention à chacun de tes pas. Enfin, tu tombes sur un des participants. Il ressemble à un lézard géant. Il t'aborde et te dit que cet endroit n'est pas sans danger et que tu devrais le suivre. Mais cette personne te paraît suspecte. Il t'emmène dans une ruelle et tu réalises que les choses vont mal tourner. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, tu es transporté dans une ville à l'allure futuriste.
Il y a là des milliers d'utilisateurs. Ton costume attire beaucoup l'attention. Alors tu choisis une tenue plus moderne pour te fondre dans la masse. Tu explores la ville et tu vois de nombreuses marques familières du monde réel. Ce métavers fait des profits grâce à une technique de publicité ciblée. La plupart de ces publicités montrent des produits que tu peux acheter dans ce monde virtuel. Tu vérifies ton solde et tu vois que tu as assez de crypto-pièces pour t'acheter ce dont tu as besoin. Mais l'expérience ne te fournit qu'une certaine somme par jour. Si tu enfreins une règle, cette somme sera déduite. Et comme dans le monde réel, tu as besoin d'argent pour survivre ici. Mais tu n'as pas besoin de nourriture ni d'eau. Dans ce monde, on ne te vend que des articles te permettant de progresser. Tu vois d'autres participants assister à une fête avec des célébrités. Mais tu ne peux y accéder qu'en achetant une paire de chaussures spéciales sous forme de NFT. Il s'agit de jetons non fongibles qui certifient que tu es bien le propriétaire de tel ou tel objet, même s'il en existe plusieurs versions. Il sera enregistré à ton nom dans le domaine public. Mais le problème, c'est que ces chaussures coûtent très cher. Comme tu ne peux pas attendre d'avoir suffisamment d'argent, tu cherches un moyen d'assister quand même à la fête. À un moment, tu remarques une personne sur le point d'entrée et tu l'abordes. Tu lui proposes d'échanger une de tes précieuses peaux contre ses chaussures. Après avoir négocié, il accepte enfin et tu peux accéder à la fête. Tu passes les portes et tu te mêles à la foule. La fête a pour thème le hip-hop. Tu changes donc de peau et tu essaies de trouver d'autres personnes comme toi. Mais en vain. Tu vois une décoration dans la salle, ton premier indice vers la découverte du trésor. Les gens à la fête, remarquant que tu fais partie de l'expérience, tentent de te mettre à la porte. Mais après avoir esquivé les vigiles, tu attrapes la décoration et tu trouves un endroit sûr. La décoration indique que pendant les prochains mois, tu devras visiter les 4 coins de la Terre. Tu ne peux pas sauter dans n'importe quel métavers au hasard. Il faut que ce soit des métavers adjacents. Tu passes donc de cette façon d'une partie du métavers à une autre à la recherche d'indices, collectant de précieux NFT pour les échanger avec d'autres participants afin d'accéder à tel ou tel endroit. Tu visites des déserts brûlants, des pays en bonbons, tout un tas de mondes différents. Quelques mois plus tard, ta quête se termine enfin. Tu trouves ta dernière destination, une ville flottant dans les nuages. Tout y marche à l'énergie éolienne et grâce à des oiseaux géants. Tu reçois une notification qui dit « Tu es très proche du trésor. Tu dois franchir le seuil de la réalité pour le trouver. » Tu te grattes la tête, perplexe. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Soudain, tu vois la fille qui t'a transporté dans cette ville dangereuse au tout début. C'est l'une des rares personnes à être parvenue aussi loin que toi. Mais elle disparaît vite dans la masse. Tu ne peux pas la laisser te battre, alors tu pars à sa poursuite. Tu la vois courir à travers la foule. Mais des gens t'arrêtent pour discuter avec toi. Elle monte sur un aigle géant et s'envole. Tu passes les 2 mois suivants à essayer de savoir où tu dois aller. Tu revisites certains lieux pour voir si tu n'as rien manqué. Il ne reste plus qu'1 mois avant la fin de l'expérience. Tu réalises alors que tu t'y es mal pris depuis le début. Tu te téléportes et tu pénètres dans le vortex. Tu te trouves maintenant au seuil de la réalité. Alors que tu flottes dans l'espace, tu arrêtes la téléportation à mi-chemin et tu te figes. Tu consultes tes statistiques et tu vois que tu ne peux plus accéder à rien, sauf un bouton caché. Tu as déjà annulé de nombreux voyages à mi-chemin, mais cette option n'était pas disponible jusqu'à présent. Tu cliques dessus et tu te retrouves dans un territoire entre la réalité et l'espace virtuel. Tu es dans les limbes. Tout semble si réel ici. Tu peux même sentir les objets et la température. Mais l'environnement est instable et tu essaies de sauter sur les carreaux de marbre flottants pour atteindre le diamant. Il y a du feu autour de toi. Tu te dis que ce n'est pas réel et qu'il ne peut rien t'arriver. Tu sautes et tu atteins enfin une limite. L'espace virtuel présente des signes de défaillance à mesure que tu t'approches du diamant. Tu l'attrapes et l'ajoutes à ta collection. Tu lis un message, le trésor est en toi. Un menu secret s'ouvre et tu vois les 5 millions d'euros sur ton compte ainsi qu'une option de déconnexion. Tu cliques dessus. Un autre vortex te ramène à la réalité. Tu enlèves tes lunettes de réalité virtuelle et tu vois que tout cet argent est bien sur ton compte en banque. Autour de toi, les autres participants sont toujours à l'intérieur du jeu.
Après avoir regardé l'heure, tu t'aperçois que tu n'es resté que 12 heures dans le métavers, bien que tu aies l'impression d'y avoir passé un an. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble.
Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non ? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des billiards et des billiards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'étaient-ils pas responsables de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu. Et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas ? Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé.
Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction.
Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre, sauf la dernière, que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général. D'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit.
L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires. Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang. Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties. Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris? Moi, oui.
Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins.
Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment. Et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Et ensuite, il était temps d'entamer leur remontée de 4 heures vers la surface. Qu'est-ce qui arrive? Tout est flou. Tu ne te rappelles de rien de ce qui s'est passé la nuit précédente? Tout ce dont tu te souviens, c'est que tu t'es endormi sur ton canapé après une épuisante journée de travail. Tu te frottes les yeux, tu te lèves et tu regardes autour de toi. Tu es dans un minuscule studio rempli de bibelots divers et d'objets bizarres. Il y a une cuisinette à côté de la porte et une petite salle de bain. Tu vas te laver le visage et quand tu te regardes dans le miroir, tu te mets à crier. Tu réalises que tu fais trop de bruit et tu te couvres immédiatement la bouche avec tes mains.
Dans le miroir, tes yeux sont anormalement grands, ta peau et tes cheveux sont parfaits. Tu touches ton visage pour vérifier si c'est réel. Tu peux encore entendre des gens parler quelque part à l'extérieur de ta chambre. Tu t'assieds sur ton lit en essayant de réfléchir à ce que tu vas faire. Tu regardes par la fenêtre et ce que tu vois te fait tourner la tête. Tu as une vue magnifique sur une ville futuriste vue d'en haut. Tu es probablement dans l'un des plus hauts gratte-ciel de la zone. Il pleut énormément, mais la pluie a l'air parfaite. Il n'y a pas de vent pour lui faire changer de direction. Quelqu'un frappe à la porte. Tu te baisses pour essayer de te cacher. On commence à secouer la poignée de la porte. Ils disent quelque chose dans une langue qui ressemble à du japonais. Et tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu regardes par le judas et tu aperçois une femme portant une tenue originale. Elle a des cheveux d'un rose saisissant. Elle n'a pas l'air menaçante, peut-être qu'elle va m'aider. Tu essayes de déverrouiller la porte, mais tu n'y arrives pas. Et puis, la femme défonce la porte. Elle fait irruption dans la pièce et renverse quelques objets au passage. Tu voles à travers la salle et atterris sur ton lit. Elle entre, tout en continuant à te parler. Tu essayes d'être attentif, mais des lignes et des chiffres bizarres flottent autour de sa tête et te distraient. La femme s'arrête alors et, à en juger par son intonation, te pose une question. Mais tu ne réponds pas. Elle se met en colère. Ses yeux changent de forme et sa bouche est grande ouverte. Elle te prend la main et court dans les couloirs du bâtiment. Toutes les pièces se ressemblent dans ce couloir bien décoré. Il y a une fenêtre au bout du couloir, et pas d'escalier. Rien n'est logique. Elle passe par la fenêtre en te tenant toujours la main, et s'envole au-dessus d'un abîme pour atterrir sur un autre toit. Tu cries, tu es terrifié. Tu regardes derrière le bâtiment que tu viens de quitter. Tu vois là une bande d'hommes habillés en noir et portant des masques effrayants qui te ressemblent. Heureusement, ils ne se précipitent pas sur toi. Le plus grand doit être le chef. Il se tient au milieu et vous regarde à travers son masque effrayant. La fille et toi vous dirigez vers une ruelle isolée. Elle continue à te parler en japonais jusqu'à ce qu'elle se rende compte que tu ne la comprends pas. Elle arrête de parler et se contente de te sourire. Tu la regardes d'un air confus. Tu lui demandes en anglais ce qu'il en est des personnes qui te poursuivent et elle te répond que ce sont de mauvaises personnes. Tu ne comprends pas le reste de ce qu'elle dit. Elle te raconte un peu son histoire. D'après le peu que tu as compris, elle a grandi dans la rue et a dû survivre avec des restes de nourriture. Au bout d'un moment, elle a commencé à faire des missions pour différentes personnes afin de gagner un peu d'argent. Mais maintenant, elle est l'une des pickpockets les plus connues de toute la ville. Tu es perdu. Tu ne sais pas pourquoi tu la suis ou si elle te dit la vérité. Tu lui parles, mais elle te comprend à peine. Quoi qu'il en soit, tu es coincé avec elle jusqu'à ce que tu trouves un moyen de t'échapper. Tu arrives sur une place bondée où se trouvent de nombreux stands de cuisine japonaise traditionnelle. Toi et la fille essayez de vous fondre dans la masse. Tu ne sais toujours pas où tu vas. Toute cette nourriture délicieuse fait faire des bruits bizarres à votre estomac. Mais soudain, tu remarques que plusieurs hommes masqués te suivent. La fille tient ta main fermement et t'entraîne avec elle. Ils sont maintenant devant vous et essayent de vous encercler. La fille ouvre une bouche d'égout et vous y descendez. Tu t'étouffes avec la puanteur insupportable et tu vois qu'il y a des rats partout. La fille te conduit à travers un tunnel étroit et tu te retrouves dans un endroit qui ressemble à un minuscule appartement. « Nous sommes en sécurité ici pour le moment », dit-elle. Tu te rends compte que tu commences à comprendre ce qui se passe ici. Tu t'assieds pendant qu'elle verrouille la porte et regarde dans certaines caméras. Les hommes n'arrivent pas à trouver l'entrée de sa cachette. Elle pousse un soupir de soulagement et se détend. Elle explique que tu es celui qui va les mener à la victoire. Tu es l'élu. Tu lui dis que tu ne sais pas qui tu es ni comment tu es arrivé ici. Elle est confuse et réalise que tu dis la vérité. Mais il est trop tard pour que tu partes. Les hommes connaissent déjà ton visage. Ils ne te laisseront pas tranquille. Elle explique qu'il y a un groupe de personnes que tu dois rencontrer, mais ils se trouvent assez loin. Dans la matinée, vous continuerez votre voyage. Le lendemain, elle te prépare un bon petit déjeuner et vous partez. Pendant la journée, il est plus sûr de voyager. Il y a trop de gens aux alentours qui pourraient témoigner s'il vous arrivait quelque chose. Alors, elle adopte la stratégie de se cacher à la vue de tous. Tu montes dans un chariot tiré par une créature qui ressemble à une vache. Peu de temps après, tu entres dans une forêt. Les arbres sont grands et leurs feuilles larges. Le sol de la forêt est sombre, mais couvert de centaines de fleurs colorées. Vous arrivez à l'endroit où vous devez quitter le chariot et continuer à pied. Alors que vous avancez dans le fourré, vous apercevez des créatures magiques qui marchent et volent autour de vous. Enfin, vous atteignez votre destination. C'est une jolie petite cabane qui semble déserte. Mais la fille frappe à la porte d'une manière spécifique et la porte s'ouvre. Toi et la fille entrez et, soudain, tout est noir.
Pendant un long moment, tu ne vois et n'entends rien. Dès que tu arrives au bout du tunnel, tu aperçois des gens habillés de façon étrange et prêts à se battre. Ils semblent être préparés à toute éventualité. La fille leur explique que tu es l'élu et que tu ne te souviens de rien. Tu ne peux pas t'empêcher de penser « Ce n'est pas possible, je ne suis personne. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien à faire ici et je ne peux pas leur faire confiance. Je ne peux faire confiance à personne dans ce monde bizarre. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Mais comment ?» Tu regardes autour de toi. Une femme dans un coin sombre, portant une capuche sur la tête, semble comprendre ton monologue intérieur. Tu maintiens le contact visuel avec elle. Tu ne peux pas détourner le regard. C'est comme si elle était dans ta tête. D'une manière quelconque, elle réussit à te montrer le monde en ruine. C'est ce qui arrivera si tu ne les rejoins pas. Tu vas au milieu de la pièce et tu leur dis que tu es prêt à les diriger. Les gens autour de toi s'enthousiasment et élaborent un plan. De retour dans la ville, ses habitants célèbrent une fête quelconque. De nombreux hommes masqués patrouillent dans les rues. Toi et ton équipe, vous rassemblez derrière un bâtiment pour discuter de l'endroit où vous devez aller. La fille te montre du doigt le bâtiment où elle t'a trouvé. Tu es confus. Ils disent que c'est le quartier général que tu dois pénétrer. Vous vous séparez. Toi et la fille restez sur le sol tandis que le reste du groupe va sur le toit. Il y a des hommes masqués partout. Alors, tu portes un déguisement pour te fondre dans la masse. Jusqu'ici, tout va bien. Tu as passé la première ligne des gardes. Mais la prochaine partie de ton plan est compliquée. Tous ceux qui veulent entrer dans le bâtiment doivent passer par la sécurité. Un de tes coéquipiers sur le toit fait du bruit et attire l'attention des gardes. La plupart d'entre eux abandonnent leur poste. Grâce à cette agitation, toi et la fille parvenez à franchir la deuxième ligne de garde. Tu es à l'intérieur du bâtiment, prêt à abattre le chef. Tu demandes à la fille pourquoi tu y retournes et ce qui rend ce bâtiment si important. Elle te dit que tu as été pris en otage et qu'elle a dû te faire évader. Malheureusement, la mission avait échoué la dernière fois car le chef n'était pas là quand elle s'est faufilée. Et après t'avoir fait évader, la sécurité avait été renforcée. Le bâtiment est énorme de l'intérieur. Tu commences à te sentir bizarre. C'est comme si tu avais vécu ici dans une autre vie. Rien ne semble plus réel. Tu te retournes et tu regardes la fille, mais elle n'est plus là. L'un des hommes masqués te découvre et te poursuit jusqu'à ce que tu te retrouves dans un cul-de-sac. Le chef des hommes masqués s'approche de toi et t'appelle par ton nom. Il te dit que la fille qui t'a amené ici t'a trahi. Tu es en conflit et tu ne sais pas à qui faire confiance. Mais soudain, une voix dans ta tête te dit quelque chose. Puis, tout devient noir. C'est la nuit. Tes amis et toi faites du vélo dans une petite ville et remarquez une météorite qui vole dans le ciel. Elle brûle avec une flamme verte brillante, puis tombe directement dans un petit étang près de la ville. Vous vous précipitez instantanément sur le lieu du crash. L'eau à la surface de l'étang mousse et fait des bulles. La météorite incandescente coule lentement vers le fond et illumine les eaux noires d'une lumière verte. Hypnotisé par cette vision, tu t'approches du bord. La lueur verte se reflète dans tes lunettes, comme si elle te faisait signe. Tu fais un pas, tombes soudainement dans l'eau et t'évanouis. Tu te réveilles à l'hôpital, tu attrapes le bord du lit pour te lever et tu sens qu'il grince sous tes doigts. Tu regardes tes paumes et tu cries. Elles sont recouvertes d'acier. Tes amis viennent te dire que tu as volé depuis le rivage, probablement après avoir touché la météorite. Puis à l'intérieur de ton corps, des changements au niveau génétique ont commencé. Ils mettent un miroir devant toi. Tu jettes un coup d'œil et tu te vois couvert d'acier. Tu ne ressens pas la peur, tu hurles de plaisir à la place. Tu es en métal désormais. Pas exactement, explique ton ami. Les cellules de ta peau sont recouvertes d'une couche de l'acier, le plus fin et le plus solide. Et tout le reste de ton corps est ordinaire, comme il l'a toujours été. Tes mouvements ne sont pas limités. C'est comme si tu étais recouvert d'une cotte de mailles de chevalier, faite de particules de nano-acier. Tu regardes par la fenêtre et prends une grande inspiration. Tes poumons se remplissent d'air, mais qu'en est-il de la peau ? Le médecin arrive et explique que les cellules de ta peau n'ont plus besoin d'oxygène. Il n'y a plus de pores par lesquels l'air pénétrait. Tes poumons sont devenus plus volumineux pour compenser le manque d'oxygène. De plus, tu peux retenir ta respiration plus longtemps. La nuit, tu n'arrives pas à dormir, car les paupières en acier exercent une forte pression sur tes yeux. Tu décides de quitter la pièce, mais la porte est fermée. Tu pousses la poignée plus fort et le verrou se casse. Tu sors et tu croises le médecin. Il te demande de revenir car ton traitement n'est pas terminé et le lendemain, tu dois être transféré dans un autre endroit. Tu dis que tu te sens bien et que tu veux partir. Le médecin essaye de t'attraper et tu t'enfuis en courant. La sirène se met en marche. Tu comprends qu'ils veulent te transporter dans un laboratoire secret pour des recherches et des expériences. Plusieurs aides soignantes t'entourent. Tu serres les poings et frappes le mur.
Il s'effondre facilement comme s'il était en carton. Tu traverses les murs et tu quittes l'hôpital. Tu racontes à tes amis ce qui s'est passé et vous décidez tous de quitter la ville pour un moment. Vous montez sur vos vélos et à ce moment-là, plusieurs voitures noires apparaissent sur la route. Elles viennent pour toi. Tu t'éloignes d'elles et vas dans la forêt, où les voitures ne peuvent pas passer. Plusieurs scientifiques et des hommes en costume noir te poursuivent. Tu arrives à l'étang et tu te souviens des paroles du médecin concernant l'hypertrophie de tes poumons. Tu décides de te cacher sous l'eau, tu sautes et tu tombes lentement au fond. 10 minutes ont passé et tes poumons ont encore une petite réserve d'air. Les poursuivants ne te trouvent pas et finissent par s'en aller. Tu essaies de sortir à la nage, mais tu te noies. Ta peau d'acier t'a rendu plus lourd et incapable de nager. Tu pousses contre le fond, mais tu te noies à nouveau. Heureusement, tes amis sautent dans l'étang et t'aident à en sortir. Tu es mouillé, mais ta peau ne rouille pas et elle sèche rapidement. Vous vous dirigez à vélo vers un hôtel bon marché pour vous y cacher et réfléchir à ce que vous allez faire ensuite. Le soleil brille de mille feux. Vous passez plusieurs heures à pédaler. Tes amis transpirent, mais pas toi. Ta peau est maintenant couverte de poussière, mais il suffit de l'essuyer avec un chiffon pour qu'elle ait l'air propre à nouveau. Dans un corps normal, la sueur est libérée pour refroidir le corps et l'empêcher de surchauffer. Ton corps ne se refroidit pas maintenant, mais ce n'est pas grave. Ta peau devient si chaude que tu peux faire frire un œuf dans ta paume. Le feu et les basses températures ne te font pas de mal non plus. Vous vous enregistrez dans un motel et tu réalises qu'il t'est difficile de bouger. Tu entends le grincement du métal lorsque tu lèves les mains ou que tu marches. Ton ami te donne l'huile qui permet de lubrifier la chaîne de son vélo. Tu en recouvres ta peau et ça fonctionne. Tu te déplaces à nouveau librement. La peau en acier augmente ton poids et la charge qui pèse sur tous tes muscles. Tu t'y habitues rapidement et ton corps devient plus aguerri en quelques heures. Mais le plus cool, c'est ton super pouvoir. Tu peux non seulement détruire un mur ou déchirer une plaque de fer, mais aussi briser du verre d'un simple toucher. Au motel, tu vas au réfrigérateur et prends des aimants, ils se collent à toi et sont assez difficiles à enlever. Tu allumes la télé et vois que toi et tes amis êtes recherchés. Vous êtes sur toutes les chaînes. Vous quittez tous le motel, montez sur vos vélos et partez aussi loin que possible. Tu appuies si fort sur les pédales qu'elles se cassent. Pour continuer votre voyage, vous décidez de louer une voiture. Après quelques heures, vous tombez en panne d'essence. Ton poids a augmenté, ce qui signifie que le véhicule consomme plus de carburant. Tes amis et toi marchez le long de la route. Un vieux pick-up s'arrête. Un conducteur avec une barbe épaisse propose de vous emmener à la gare la plus proche. Le chauffeur reste silencieux pendant tout le trajet. Des perles de sueur coulent sur son visage. Est-il nerveux ? Tu sens que quelque chose ne va pas. Lorsque vous arrivez en ville, tu vois ta photo sur chaque poteau. Il y a même une récompense annoncée pour ta capture. Tu demandes au conducteur de s'arrêter, mais il ne t'écoute pas. Alors tu perces le plancher de son pick-up avec tes pieds et tu t'écrases sur l'asphalte. Le pick-up s'arrête. Il n'y a même pas une égratignure sur tes jambes. Plusieurs véhicules noirs arrivent vers toi depuis différentes rues. Les portes de la voiture s'ouvrent brusquement. Des personnes en costume noir attrapent tes amis, mais tu parviens à t'échapper. Tu cours jusqu'au toit d'un immeuble de 5 étages. Des scientifiques et des hommes en noir t'entourent. Tu vas au bord et tu sautes. Tel un vrai super-héros, tu atterris sur tes jambes à moitié fléchies. L'asphalte en dessous de toi est détruit et tes baskets sont déchirées. Tu t'enfuis en courant, tu touches les voitures garées avec ta main et tu y laisses de grosses rayures. Tu cours dans la forêt et décides d'y passer la nuit. Tu brises plusieurs branches épaisses avec la paume de ta main et fais un feu. Tu n'en as pas besoin puisque tu ne peux pas avoir froid, mais tu ne veux pas rester dans l'obscurité totale. Tu tiens ta main au-dessus du feu et ne sens rien. Tu regardes le bout de tes doigts et tu réalises qu'il n'y a pas d'empreinte digitale dessus. Tu fermes les yeux et imagines ta vie future. Tous les détecteurs de métaux deviendront fous quand tu passeras dessous. Les banques, les aéroports, les boîtes de nuit. Tu rendras les agents de sécurité nerveux partout. Mais le pire, c'est que tu devras te cacher presque toute ta vie. Tu t'endors et tu vois des gens qui rient et te montrent du doigt. Tu n'aimes pas ça et tu te réveilles. Après quelques secondes, tu réalises soudain ce que tu dois faire et comment arrêter la poursuite. Tu erres dans la forêt pendant plusieurs heures, ta peau grince à cause du manque de lubrification. Finalement, tu te rends sur la route. Tu vois alors un hôtel au bord de celle-ci, avec des voitures garées à proximité. Tu ouvres le coffre de l'une d'elles et prends une bouteille d'huile de moteur. Ensuite, tu entres discrètement dans l'hôtel, tu te mets dans une chambre et tu charges ton téléphone. 1 heure plus tard, une femme entre. Elle crie quand elle te voit. Tu attrapes ton téléphone et cours par la fenêtre. Plusieurs voitures noires s'arrêtent devant l'hôtel. Un hélicoptère apparaît dans le ciel. Tu cours vers une décharge pleine de voitures abandonnées et allumes la caméra de ton téléphone. Tu t'enregistres et tu racontes ton histoire. Tu admets que tu n'as pas choisi ce super pouvoir et que tu veux vivre une vie normale. Ensuite, tu le publies sur tous les réseaux sociaux. Soudain, quelqu'un enclenche la grue.
qui entraîne les vieilles voitures avec un aimant géant. Tu te colles à l'aimant et ne peux plus bouger. Des personnes en noir t'attrapent. Il n'y a nulle part où courir, mais à ce moment même, des reporters et des curieux viennent à la décharge. Maintenant que tout le monde connaît ton histoire, tu es protégé des expériences, du laboratoire. Mesdames et messieurs, voici l'heure du combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-le Tyriana. Oui, c'est une fille. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et régnait sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. Personne n'a jamais pu la vaincre. Enfin, à part cette grosse météorite, spoiler. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des océans, le mégalodon. On l'appellera Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais il existe encore de nombreuses légendes à son sujet. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé, et c'était un super prédateur à son époque. Nos deux combattants étaient les plus grands prédateurs de leur catégorie. Mais que se passerait-il si on les faisait se rencontrer? Pour le savoir, essayons un peu de les comparer. Quelle taille faisaient-ils? Le plus grand tyrannosaure qu'on ait découvert s'appelle Scotty. Et oui, sans blague. Ses hanches mesuraient environ 3,60 m. Mais quand Scotty redressait son dos, il mesurait environ 13 mètres. C'est comme si on mettait 3 girafes l'une sur l'autre. Et si l'on voulait caresser le nez de ce mignon petit monstre, il fallait grimper sur les épaules de 7 personnes pour l'atteindre. Même si notre Tyriana n'est pas la plus grande de son genre, elle reste cependant l'une des plus dangereuses. Mais maintenant, intéressons-nous à la taille de son adversaire. La taille du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En fait, les seules choses qu'il nous reste de cet ancien requin sont des dents et des vertèbres. Du coup, les scientifiques ne peuvent que supposer la taille réelle de cet animal. Mais même selon les calculs les plus prudents, il devrait être plus grand que le tyrannosaure. Le mégalodon mesurait environ 15 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un bus. Ce n'est pas seulement le plus gros requin à avoir jamais vécu sur la planète, mais aussi le plus gros poisson du monde. Son plus proche concurrent en termes de taille serait le requin-baleine moderne, mais il fait quand même 3 mètres de moins que notre mégalodon. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au tyrannosaure. Le premier point va donc au requin géant. La catégorie suivante est le poids. Commençons par Mégane. Habituellement, les adultes pesaient entre 27 et 59 tonnes. Cela correspond à 3 hélicoptères de transport, ou presque à un char d'assaut. Certaines maisons pèsent même moins qu'un seul de ces mégalodons. Son unique concurrent dans les océans serait la baleine bleue. Le tyrannosaure peut-il faire le poids? C'était un prédateur de très grande taille, certes, mais il ne dépassait pas les 14 tonnes, ce qui est relativement peu pour un tel géant. Le tyrannosaure pouvait être terriblement lent et maladroit, et certains de ses os étaient creux. C'est ce qui explique son poids. Cela lui donnait l'avantage d'être très rapide et agile, en même temps qu'extrêmement fort. Mais il demeure que Tyriana pesait environ 3 fois moins lourd que Mégane. Le mégalodon remporte donc une nouvelle manche. À présent, examinons la vitesse et l'agilité. Selon différentes estimations, le Tyrannosaurus Rex pouvait courir à une vitesse comprise entre 17 et 72 km à l'heure. À titre de comparaison, la vitesse de l'homme le plus rapide sur Terre n'est que de 26 km/h. Le calcul est vite fait. Et oui, impossible d'échapper à ce déjeuner avec notre bon vieux T-Rex. Et c'est toi l'amuse-gueule. Mais qu'en est-il de l'agilité? Tyriana est plutôt grande et maladroite. Cependant, les tyrannosaures étaient parfaitement équilibrés grâce à leur queue massive et pouvaient tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses pattes, elle a clairement de très bonnes gambettes, notre amie. Maintenant, considérons notre deuxième combattante, Mégane. Les scientifiques ont découvert que le mégalodon pouvait nager à une vitesse d'environ 18 km/h. C'était suffisant pour être un excellent prédateur, mais relativement peu comparé à beaucoup d'autres espèces. La créature marine la plus rapide est le voilier. Il peut atteindre une vitesse de 109 km à l'heure, environ 30 mètres par seconde. En plus, à cause de son poids, le mégalodon ne pouvait pas tourner rapidement. Imagine un camion géant en train de faire demi-tour.
Ainsi, quand Megan attaquait, elle devait réussir du premier coup. Si elle échouait, il lui fallait tout recommencer. Cela donnait à sa proie assez de temps pour s'enfuir. Pour ce round, le tyrannosaure obtient donc un premier point, mais le score est quand même de 2-1 et Megan, notre mégalodon, est en tête. Bon, passons à la catégorie suivante, l'aptitude au combat. Le mégalodon était sans aucun doute le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement à cause de sa taille et de sa masse, mais aussi à cause de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur des restes de baleines. Ils en ont conclu que Megan visait les points faibles de ses proies et savait où étaient situés leurs organes vitaux. D'autres victimes de mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'avait pas peur d'utiliser son poids comme un bélier. Un tel bélier, avec ses 50 tonnes, pouvait facilement défoncer les plus solides des murs en béton. Certains individus préféraient d'abord attaquer la queue et les nageoires des baleines pour les immobiliser et disposer ensuite, comme ils le souhaitaient, d'une victime sans défense. Cela fait du mégalodon un excellent stratège. Les proies de ce monstre marin n'avaient aucune chance. Ainsi, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la mâchoire la plus puissante de son espèce et connaissait également la technique du bélier. Son poids n'était certes pas aussi considérable que celui de Megan, mais Tyriana pouvait s'élancer à une très grande vitesse et son impact était bien plus destructeur que celui du requin. De plus, elle pouvait frapper avec sa queue et ses jambes hyper puissantes pouvaient immobiliser les victimes. Les techniques du tyrannosaure sont donc beaucoup plus variées. Un second point pour ce dinosaure. Maintenant, c'est l'heure de la catégorie bonus. Le prix de la sympathie du public. Le tyrannosaure est sans aucun doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. On l'a vu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo et même sur des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus facilement reconnaissable au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée selon laquelle il ne pouvait voir que des objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros échappent à un T-Rex en restant simplement immobiles. Mais premièrement, le dinosaure aurait facilement pu les sentir. Deuxièmement, notre tyrannosaure avait une excellente vue. Il voyait en fait 13 fois mieux que les humains. Le mégalodon, par contre, a la réputation d'être un vrai diable. Une vidéo dans laquelle l'un de ces requins détruit supposément un bateau de pêche fait l'objet d'un véritable culte et continue d'effrayer les spectateurs du monde entier. Mais comme nous avons conservé que très peu de traces de lui, on ne peut pas savoir à quoi il ressemblait vraiment. Ainsi, le T-Rex serait beaucoup plus populaire sur Instagram et il remporte ce point. Poursuivons. Le score est maintenant de 2-2. Le résultat du match sera donc décidé au dernier tour, les armes de combat. Le tyrannosaure possédait la mâchoire la plus puissante de son espèce. Il pouvait facilement briser les os de dinosaures beaucoup plus gros que lui, mais la violence de sa morsure était limitée par ses dents. Celle-ci n'était recouverte que d'une fine couche d'émail et était par conséquent assez fragile, bien qu'elle puisse se reconstituer assez rapidement. Ses pattes avant étaient pourvues de griffes acérées, mais cette arme n'était pas vraiment utile en raison de la structure de ses bras. Le mégalodon n'avait qu'une seule arme vraiment dangereuse, ses dents, mais elles valaient bien toutes les ressources du T-Rex. Les dents du mégalodon étaient de forme triangulaire et mesuraient 18 cm de long. Ce sont les dents les plus grosses qui aient jamais existé, et il en avait 250 disposées sur 5 rangées. Chacune d'entre elles était incroyablement acérée et pouvait pénétrer la peau épaisse des baleines. Et la mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large. Une personne adulte aurait parfaitement pu tenir entre ses crocs. Mais pas pour longtemps, car cette mâchoire se refermait avec une puissance inégalée sur notre planète. Le gong retentit et cela signifie que l'heure du combat est arrivée. Nos deux prédateurs se retrouvent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient principalement dans les eaux profondes, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex se trouvait également dans cette région. Et à présent, les deux monstres sont face à face. Les eaux peu profondes ralentissent le mégalodon et le tyrannosaure échappe facilement à sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car sa taille ne lui permet pas de plonger sous l'eau. Notre Tyriana décide donc de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon de 50 tonnes, fonce en essayant de mordre le dinosaure et de lui rentrer dedans. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Tout est perdu pour lui. Oh, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est le prédateur suprême et qu'il peut facilement vaincre le dinosaure le plus célèbre du monde.